1745. Peter van Muskenbroek, qui était professeur de philosophie et de mathématiques à Leyde, avait reçu une forte commotion en manipulant l'appareil qui fut bientôt connu sous le nom de bouteille de Leyde. Et alors, il était correspondant à l'Académie des sciences de Réaumur. Et il lui écrivit une lettre, en latin évidemment. « Je veux vous communiquer une expérience nouvelle, mais terrible, que je vous conseille de ne point tenter vous-même. » Alors, Réaumur, comme c'était de coutume, fit part à l'Académie de cette lettre, et ça donna des idées à l'abbé Nollet, qui était un électricien distingué, très connu, protégé de Réaumur d'ailleurs. Et alors, je cite l'abbé Nollet. « Dès qu'il paraît quelque nouveauté en physique, la curiosité s'en empare d'abord et s'en amuse. Mais bientôt, elle est satisfaite, elle fait place à l'intérêt, et l'on exige que ce qu'on a admiré soit utile. On voudrait par exemple que l'électricité fût déjà un moyen sûr pour guérir de quelques maladies, pour prévenir certains accidents, et nous le voudrions bien aussi, mais nous ne l'apprendrons que par l'expérience. » Pour répondre selon notre zèle au louable empressement du public, M. Morand, M. de la Saône, qui étaient des médecins, et moi avons déjà électrisé des paralytiques et des gens perclus de quelques membres. C'est une idée qui s'offre assez naturellement à l'esprit qu'une secousse telle qu'on la ressent dans l'expérience de Leyde pourrait bien ressusciter le mouvement plus ou moins interdit dans une partie malade. Alors, les expériences ne furent pas concluantes du tout, mais elles suscitèrent quelques réactions négatives chez les savants. Et la première fut celle d'Antoine Louis. Alors, Antoine Louis était chirurgien de la Salpêtrière, et c'est lui qui conçut plus tard avec son confrère Guillotin la machine qui porte le nom de ce dernier. Alors, dans un petit opuscule publié 2 ans après, en 1747, « Monsieur l'abbé Nollet, dit-il, a proposé d'électriser des paralytiques, et il a commencé à en électriser lui-même. Ses premiers essais lui ont paru assez heureux pour lui faire beaucoup espérer de la guérison de son malade. Engagé par État à essayer tout ce qui peut guérir, je me suis mis à électriser des paralytiques, et je n'ai point réussi. Non seulement je n'ai point réussi, mais je vois clair comme le jour que, bien loin de guérir, je ne pouvais que nuire aux pauvres malades qui ont eu la complaisance de se prêter à mes épreuves. » Bon, mais il n'y avait pas que la bouteille de Leyde et les commotions. Depuis la fin du XVIIe siècle, on connaissait bien les machines électriques, qui étaient constituées en général d'un globe ou d'un cylindre de verre, mis en rotation à l'aide d'une manivelle et frotté avec un coussinet de cuir ou même avec les mains. Ces générateurs électrostatiques produisaient des étincelles ou des effluves électriques et permettaient de communiquer la charge électrique à des sujets isolés sur ce qu'on appelait un gâteau de résine, c'est-à-dire un isolant. On pouvait alors se livrer à toutes sortes d'expériences, en grande majorité des divertissements de salon, amusants ou spectaculaires, se faire dresser les cheveux sur la tête, etc., qui contribuèrent à la grande popularité de l'électricité. On pouvait donc aussi électriser des patients avec des machines électriques et en tirer des étincelles. Alors, c'est la cure du serrurier Noguès par Jalabert, qui était professeur de philosophie expérimentale à Genève, qui réveilla l'intérêt de Nollet une dizaine d'années après. Dans un petit ouvrage, Jalabert écrit « Le 26 décembre 1747, le nommé Noguès, maître serrurier, âgé de 52 ans et d'une complexion assez délicate, vint chez moi. Paralytique du bras droit, il avait perdu tout sentiment. Le pouce, le doigt index, l'auriculaire étaient comme collés les uns aux autres et fléchis vers la paume de la main. Le malade levait et baissait le bras, mais avec peine, et l'avant-bras ne pouvait ni fléchir ni s'étendre. Il me dit qu'en 1733, forgeant une barre de fer, un coup porté à faux l'avait jeté à la renverse sans connaissance et sans mouvement. Alors Jalabert, lui, tira des étincelles. Il lui tira des étincelles des muscles du carpe et des doigts et du pouce. Et, miracle, le 26 février, Noguès empoigna de la main droite et enleva de dessus ma table une bouteille pleine d'eau du poids d'environ 2 livres. Et le 12 mars, malgré une interruption de traitement pendant 12 jours, il frappait même des coups d'un marteau pesant 3,5 livres plus aisément qu'il n'avait encore fait. Alors la publication de ce succès spectaculaire ranima l'intérêt de l'abbé Nollet et de son confrère Morand. Ils communiquèrent un mémoire à l'Académie des sciences en 1748. L'histoire publiée par M. Jalabert, professeur à Genève, sur la guérison d'un paralytique par le moyen de l'électricité ayant révélé notre émulation, nous demandâmes à M. le comte d'Argenson la permission de faire des expériences sur des soldats paralytiques à l'Hôtel Royal des Invalides.
Ces expériences ont été commencées le 9 avril 1748. Mais, ne voyant pas de progrès sensible, et sans vouloir faire un jeu de mots, les patients perdirent patience. Les expériences qui les faisaient inutilement souffrir furent interrompues. En 1755, plus grand monde ne croyait à l'efficacité de l'électrisation thérapeutique. Pour la plupart des expérimentateurs, l'électrisation était inutile, sinon dangereuse. Et prenons l'exemple d'un article intitulé « L'électricité médicinale » de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui conclut « De l'histoire de tous les faits connus, il paraît résulter que la médecine ne doit pas se flatter de tirer un grand avantage des nouvelles expériences de l'électricité. On n'est cependant pas en droit d'en conclure l'inutilité absolue. » Ça, c'était en 1755. Or, assez bizarrement, une quinzaine d'années plus tard, et jusqu'à la fin du siècle, l'électricité médicale jouit d'un regain considérable de popularité. Et, pourrait-on dire, fut à la mode, comme le fut le magnétisme à partir de l'arrivée à Paris de Mesmer en 1778. Mais alors que les méthodes de celui-ci, de Mesmer, furent rejetées par l'Académie des sciences et la Société royale de médecine, il n'en fut pas de même de l'électricité. En effet, alors que le fluide magnétique était invisible et pouvait bien n'exister que dans l'imagination de ses dévots, le fluide électrique se manifestait par des effluves, des étincelles, des commotions. Et même s'il y eut quelques résistances de la part de sceptiques, presque tous ceux qu'on appelait à l'époque les physiciens électrisants rapportèrent des succès dans le traitement. Non seulement des paralysies, mais d'un grand nombre de maladies. Celui qu'on appelait le savant abbé Bertholon, qui était professeur de physique expérimentale des États généraux du Languedoc à Montpellier et membre de nombreuses académies de province, fut l'un des premiers à s'engager dans cette voie. Dès 1770, Bertholon avait traité un ecclésiastique tourmenté d'un terrible mal de dents. Il lui avait fait subir plusieurs commotions, tiré des étincelles de la dent malade pendant 3 mois, avec, dit-il, un succès complet. Il avait envoyé un article au Journal des Savants, le journal de l'Académie, et l'article conclut modestement. « J'étais bien éloigné de faire connaître au public un essai de ce genre. Mais ayant lu ce mémoire dans une séance de l'Académie de Béziers, on m'a engagé à vaincre ma répugnance en me faisant entrevoir que ce serait un crime de lèse-humanité que d'en agir autrement. » Alors Bertholon, dès lors, fut très attentif à ne pas se rendre coupable d'un crime contre l'humanité, et il vainquit assez facilement sa répugnance à faire connaître ses expériences au public. Et nous y reviendrons tout à l'heure. En 1771, John Wesley, qui était le fondateur du méthodisme, publia en Angleterre un livre sur l'électricité et son usage en médecine. Il n'existe pas, dit-il, de panacée universelle, mais s'il en existait une, ce serait sans doute l'électricité, capable de guérir tant de maladies différentes, en particulier les maladies nerveuses. Peut-être, si les nerfs sont réellement creux, comme on suppose maintenant généralement, l'éther électrique est le seul fluide dans l'univers assez subtil pour y circuler. Et le fluide nerveux lui-même, et si le fluide nerveux lui-même était de cette nature. Quoi qu'il en soit, Wesley établit une liste d'une quarantaine de maladies pour le traitement desquelles l'électricité est, dit-il, d'une utilité incontestable. Alors, fièvre, cécité, consomption, goutte, gravelle, hystérie, lèpre, paralysie, pleurésie, sciatique, et j'en passe. Vers 1770 encore, un autre ecclésiastique, l'abbé Joseph Sens, qui était professeur de physique expérimentale à l'université de Perpignan, il vint à Paris. Et il publia un petit ouvrage intitulé « Guérison de la paralysie par l'électricité ». Cet ouvrage présente au lecteur une histoire très exacte de tous les succès que l'électricité entre mes mains a obtenus sur un nombre assez considérable de paralytiques. Il avait ainsi guéri en particulier une religieuse hémiplégique. Après 81 heures, 1 minute et demie d'électricité distribuée en 62 jours, la malade fait les mêmes exercices qu'elle faisait avant de tomber dans la paralysie.
Elle descend, elle monte les différents escaliers du couvent avec aisance. Elle s'amuse tantôt à coudre, tantôt à tricoter, etc. etc. Alors, l'abbé Sens a eu un succès fou à Paris. Mais tout le monde n'était pas persuadé. En particulier, il y avait quelqu'un qui s'appelait Charles Rabicot, qui est avocat en Parlement, qui était ingénieur opticien du roi et qui tenait un cabinet de spectacle mécanique, boulevard du Temple, vis-à-vis de la rue Charlot. Alors il s'en prend à Sens dans une lettre contre l'électricité médicale. La brochure qui vient de paraître, annonçant affirmativement la guérison de la paralysie par l'électricité, m'a attiré bien des affligés, desquels j'ai refusé l'argent, ne voulant ni les amuser, ni perdre mon temps à les électriser. En effet, dit-il, ou bien la paralysie est guérissable par l'émotion, la crainte ou le tourment qui peuvent désengorger les nerfs, ou bien elle concerne des parties mortes et privées d'action. Dans le premier cas, l'électricité n'agit que par la crainte qu'elle inspire. En d'autres termes, c'est purement dans les idées qu'on se fait et la crainte qu'elle inspire. Dans le deuxième cas, elle est totalement inutile. Alors, sans être aussi négatif que Rabicot, Mauduit de la Varenne, qui était un éminent docteur régent de la Société royale de médecine, en 1778, invitait encore à la prudence. Une sorte d'enthousiasme dont la source est sans doute l'amour de l'humanité s'est emparé de la plupart des esprits. On fait l'énumération des maux qu'on suppose devoir être guéris par l'électricité. On ne parle que de ses avantages. On ne dit rien des risques que l'on peut parfois courir, ni sur les moyens de prévenir ces risques. Ce silence a pour fondement la persuasion où l'on est et que l'on veut inspirer aux autres, que l'électricité ne peut faire que du bien et jamais de mal. Si cette proposition n'était que hasardée, je ne la combattrais pas. Mais le raisonnement et l'expérience la contredisent. Elle peut d'ailleurs devenir dangereuse dans plusieurs cas. Il est donc de mon devoir de la réfuter. Fort bien. Mais 3 ans plus tard, Mauduit revient un peu en arrière. Et depuis longtemps, dit-il, une partie des physiciens regardait l'électricité comme un remède puissant. Une autre partie niait qu'elle fût utile en médecine. Alors, la Société royale de médecine lui a confié la mission de s'en assurer par des expériences. Et alors, il a administré le traitement électrique à 82 malades pendant 2 ans. Eh bien, ils en ont éprouvé des effets assez marqués, dit-il, et assez permanents pour qu'il fût avéré que l'électricité est un moyen de soulager et de guérir la paralysie, et que par conséquent, elle doit être comptée au nombre des remèdes propres à la combattre. C'est la Société royale de médecine qui parle. Alors, sur le boulevard du Temple, il y avait les théâtres, bien sûr, qui sont restés là jusqu'au XIXe siècle, et des cabinets de spectacle, comme celui de Rabicot. Et il y avait également celui de Nicolas-Philippe Ledru, qui était un physicien, professeur de mathématiques près du duc de Bourgogne, qui était plus connu sous le nom de Comus. Et il donnait dans son cabinet des spectacles de fantasmagorie. Alors incidemment, c'était le grand-père de Ledru-Rollin. Plus connu, il ne croyait pas au pouvoir de l'électricité pour guérir les paralysies. Mais il pensait par contre qu'elle était efficace contre les affections nerveuses, telles que l'épilepsie. En 1782, 7 hommes et 6 femmes épileptiques furent mis en observation pendant 6 mois dans une maison de la rue des Rosiers, où le fils de Ledru leur administrait le traitement électrique matin et soir. Après avoir observé les effets du traitement sur les malades, une commission de docteurs régents de la faculté de médecine conclut « Nous estimons que l'électricité, administrée par le sieur Ledru, dit Comus, est un moyen puissant pour non seulement diminuer les paroxysmes épileptiques, mais encore pour en opérer la guérison. » Alors il étendit ce traitement à d'autres affections neurologiques telles que les névralgies, l'aphasie. Et la maison de la rue des Rosiers devint rapidement trop petite et le roi lui accorda de fonder un hospice près de l'ancienne maison des Célestins. Franklin fut invité à l'inauguration le 22 novembre 1783. Alors c'est dans ce contexte d'enthousiasme quasiment général pour l'électricité médicale que l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon proposa un concours, comme le faisaient les académies de province et même les académies de Paris. Il proposa au concours le sujet suivant. Quelles sont les maladies qui dépendent de la plus ou moins grande quantité de fluide électrique dans le corps humain
et quels sont les moyens de remédier aux unes et aux autres. Et le prix fut attribué conjointement à un physicien piémontais, Gardini, et à l'abbé Bertholon. Le mémoire de Bertholon, qui fut publié en 1780 sous le titre « De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie », obtint un succès considérable. Il a été réimprimé plusieurs fois et traduit à l'étranger. Et il fut certainement beaucoup dans la réputation du savant abbé Bertholon. Alors, Bertholon s'intéressait d'abord aux effets de l'électricité atmosphérique sur le corps humain. Et là, il s'éloigne des commotions et des étincelles pour parler d'électricité positive et négative. Bertholon calcule qu'un homme, en moyenne, absorbe 1 152 000 pouces cubes d'air par jour. Cette masse énorme d'air qui entre dans la capacité de la poitrine est le vrai véhicule de l'électricité naturelle. Alors, au passage, pour revenir un petit peu aux végétaux, notons que l'électricité atmosphérique avait, croyait-on, des effets bénéfiques sur la croissance des plantes. En 1774, dans une dissertation « Essai de météorologie appliquée à l'agriculture », l'abbé Giuseppe Toaldo, qui était un électricien fort connu, qui était professeur à Padoue, notait que la végétation n'est jamais plus forte que dans les temps d'orage, et ce qu'il attribuait à l'abondance du feu électrique dans l'atmosphère. Et dans un ouvrage paru en 1783, qu'il avait intitulé « De l'électricité des végétaux », l'abbé Bertholon également, après avoir traité des effets de l'électricité de l'atmosphère sur l'économie des végétaux et de ses vertus nutritivo-électriques, décrivit un électrovégétomètre de son invention. Cet instrument, dit-il, remédie au défaut de la quantité de fluide électrique qui a quelquefois lieu et qui est nuisible à la végétation. Alors, c'était une espèce de paratonnerre, si on veut. L'électricité de l'atmosphère était soutirée, comme on disait, par des pointes et conduite par d'autres pointes vers les plantes dont on voulait activer la croissance. Mais revenons à la santé des hommes. L'électricité de l'atmosphère, disait Bertholon, est tantôt positive, tantôt négative. Dans le premier cas, elle communique un excès de feu électrique au corps de l'homme, et dans le second, elle absorbe une partie de celui qui lui appartient. Alors, en règle générale, l'inflammation, de quelque nature qu'elle soit et de quelque organe qu'elle attaque, résulte d'une surabondance de feu électrique. Elle doit être traitée par l'électricité négative, qui est, dit-il, certainement le meilleur de tous les antiphlogistiques. C'est ainsi que doivent être traitées les maladies inflammatoires telles que la peste ou la petite vérole, les maladies d'essoufflement comme l'angine ou l'asthme, le rhume, le hoquet, le bâillement, et qui sont dues à un manque de fluide électrique. Alors là, par contre, c'est l'électricité positive qui est le remède le plus adapté. Et Bertholon aborde enfin les diverses paralysies, comme l'apoplexie, la catalepsie ou bien l'hémiplégie, la paraplégie, l'anesthésie. Dans le premier cas, les maladies qui dépendent, ces paralysies dépendent d'un déficit de fluide électrique qui est identifiable au fluide nerveux, comme d'ailleurs le prouve le fait qu'elles sont guéries par l'électricité positive. Donc, Bertholon reste quand même prudent, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, et suspend son jugement dans le cas du cancer. Il ne sait pas si c'est positif, négatif et si même c'est guéri. Alors, l'ouvrage de Bertholon fut accueilli avec grande faveur par de nombreux savants éminents, Buffon, Lacépède, entre autres. Il recueillit aussi des critiques de savants non moins éminents, comme l'électricien italien établi en Angleterre qui s'appelait Tiberio Cavallo. Alors, Cavallo note, entre autres objections, que l'air au voisinage du corps d'un homme étant rarement ou jamais sensiblement électrisé, et que le corps humain étant un bon conducteur de l'électricité, une personne versée en électricité devra soupçonner que l'auteur de l'ouvrage susmentionné s'est peut-être trop laissé entraîner par son imagination. Mais alors, une des critiques les plus cinglantes des théories de Bertholon vint de Jean-Paul Marat. Alors, Jean-Paul Marat, dont les écrits sur la lumière, l'électricité, le feu, allaient parfois, même souvent à contre-courant des théories bien établies, était tenu pour un cerveau brûlé. Ce n'était cependant pas un sot, et il n'était sans doute pas plus mauvais physicien que beaucoup de ses contemporains. Ça, c'était avant son épisode révolutionnaire.
En 1783, l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen mit au concours un prix sur la question « Jusqu'à quel point et dans quelles conditions peut-on compter dans le traitement des maladies sur l'électricité, tant positive que négative ?» Alors Marat concourut et choisit de critiquer l'électricité du corps humain de Bertholon. Sa critique sévère de l'œuvre de Bertholon est très argumentée et, ma foi, fort bien raisonnée. Après avoir, citation à l'appui, montré que Bertholon admet sans preuve l'influence de l'électricité de l'air sur les êtres, il passe à l'examen du chapitre consacré à la manière dont le fluide électrique se communique au corps humain. Alors, je cite Marat. « S'il avait bien réfléchi, il aurait reconnu que le fluide disséminé dans l'air ne saurait se communiquer au corps terrestre tant qu'ils en contiennent la même quantité proportionnelle. Ce qui est presque toujours le cas. Pour l'y communiquer, il faut donc qu'ils contiennent plus ou moins, ce qui bornerait la prétendue influence atmosphérique aux approches de l'orage. » Mais, il va plus loin, et Marat démontre que l'influence de l'électricité de l'air est absolument nulle. Et il s'appuie sur son expérience personnelle, mais aussi sur des observations soigneuses. « Par le rêve de moi, dit-il, appelé par état à cultiver de l'électricité médicale, j'ai passé dans mon cabinet plusieurs années à vivre 15 heures sur 24 dans un air toujours très imprégné de fluide électrique. Et bien que je sois d'un tempérament fort irritable et de plus affecté d'une maladie spasmodique, je n'ai ressenti aucun effet marqué de ce genre de vie. » Et alors, il parle d'expériences qui sont extrêmement soigneuses qu'il a faites sur un grand nombre de malades, qui passaient chaque jour quelques heures dans une chambre dont l'air était fortement électrisé. Les malades étaient choisis pour leur sensibilité aux conditions atmosphériques, comme par exemple des asthmatiques. Et crainte que la vue de l'appareil ne mît en jeu leur imagination et que l'imagination ne leur imposât sur le changement qui aurait pu survenir à leur état, la machine électrique était dans une pièce voisine et seuls des conducteurs passant à travers les murs électrisaient l'air ambiant. La charge de l'air était contrôlée par des électroscopes à boule de liège. Enfin, pour éviter que les patients ne s'ennuient pendant de longues séances, qui auraient pu fausser le résultat, un homme d'esprit s'était chargé de les amuser par des historiettes et des expériences récréatives. À la fin de chaque séance, il s'agissait de savoir comment ils se trouvaient. Et pour être bien sûr que la question ne suggérerait pas la réponse, je me contentais de leur demander s'il était survenu quelque changement à leur état. « Pas le plus léger, répondit chacun. Il paraît donc bien prouvé que l'atmosphère électrique n'a aucune influence sur les fonctions de l'économie animale. » On peut admirer le protocole expérimental de Marat, là, qui est tout à fait remarquable. Mais il va plus loin, et Marat, là, se montre bien meilleur électricien que Bertholon. Et il ne se gêne pas pour le lui faire sentir. Si le système de l'influence de l'électricité atmosphérique annonce un observateur superficiel, le système de l'électricité spontanée du corps humain annonce un nouvel initié en physique. D'après ce système, le frottement fait naître l'électricité du corps humain. Si vous demandez quel est ce frottement, on vous répondra le frottement des fluides contre les solides, ou du moins celui des solides entre eux, frottement qui dépend des mouvements naturels de divers organes du corps, tels que celui de la circulation, de la respiration, de la digestion. À cela, je n'ai qu'une petite objection à faire. Que l'auteur daigne nous apprendre comment ces organes humides et non isolés, tels qu'ils sont naturellement, pourraient jamais s'électriser de la sorte. Enfin, il passe à l'aspect thérapeutique de l'ouvrage de Bertholon, il expose les limites de l'électrisation et il met en garde contre l'usage inconsidéré de la commotion. Quel abus n'a-t-on pas fait de la commotion? À combien de pléthoriques, d'épileptiques, de maniaques, d'hypocondriaques, d'asthmatiques n'a-t-elle pas été funeste? Que de fausses couches n'a-t-elle pas occasionné? De combien de malheureux n'a-t-elle pas confirmé la cécité en voulant leur rendre la vue? Après tant de funestes épreuves, il importe d'apprendre de l'employer avec circonspection. Alors, la période d'engouement de la fin du XVIIIe siècle pour l'électricité médicale concernait uniquement l'électricité statique, que ce soit des étincelles ou des commotions. Et alors, les choses changèrent un petit peu après l'invention de la pile par Volta, qui permettait de délivrer un courant continu, au lieu de simple décharge. Néanmoins, même si l'électricité statique n'excitait plus autant d'enthousiasme de la part des physiciens qu'au temps de Bertholon, elle continuait à faire partie de la panoplie des médecins qui pratiquaient l'électricité médicale.
Vers le milieu du XIXe siècle, un pionnier de la neurologie, Guillaume Duchesne de Boulogne, étudia et pratiqua l'électrisation en tant que méthode de diagnostic et de traitement de certaines maladies. Alors il utilisait l'électricité dynamique, qui était de l'électricité à plutôt haute fréquence, enfin alternative. Il crut encore nécessaire de donner un avis négatif sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'électricité statique. Donc c'était même au milieu du XIXe siècle, ce n'était pas encore trop tard. Le bain électropositif, employé jadis comme excitant général de la surface du corps, est aujourd'hui généralement abandonné, sa vertu thérapeutique étant aussi nulle que son action physiologique. L'électricisation par étincelle produit une sensation cutanée, analogue à celle de la fustigation, et convient principalement dans les cas où il est nécessaire de stimuler légèrement la peau. Ainsi, l'électrisation par étincelle est impuissante contre les anesthésies profondes et rebelles. Et il conclut, en somme, l'excitation musculaire par l'électricité statique doit être exclue, selon moi, de la pratique. Il est cependant incontestable qu'on doit quelques succès, pour ainsi dire merveilleux, à l'électricité statique, qui pendant de longues années a été presque exclusivement en usage dans la pratique médicale. Malheureusement, ces guérisons rapides ont été tellement rares que l'électricité ainsi administrée ne put supporter l'épreuve du temps et fut plusieurs fois généralement abandonnée par les médecins après avoir excité de leur part une sorte d'engouement. Alors, c'est peut-être l'affaire du zouave Deschamps qui mit définitivement un terme à l'emploi des commotions pour traiter les paralysies. Alors, le zouave Deschamps, en 1916, pendant donc la Première Guerre mondiale, le médecin-major Clovis Vincent, qui n'était pas, c'était une lumière de la science, c'était un élève du neurologue Joseph Babinski, qui était lui-même un élève favori du grand Jean-Martin Charcot. Clovis Vincent commandait un centre neurologique à Tours. Il croyait à l'efficacité de ce qu'il appelait le torpillage, comme la décharge qu'on recevait des poissons torpilles. C'est une commotion électrique intense pour traiter les paralysies hystériques des soldats. Alors on lui amena un jour du front, en mai 1916, un zouave nommé Deschamps, qui marchait très courbé à la suite d'une blessure. Vincent s'avança vers lui, armé de 2 électrodes. On n'utilisait plus la bouteille de lead. Deschamps refusa d'être torpillé. Et devant l'insistance du médecin-major, il lui envoya son poing dans la figure. Évidemment, il passa en cour martiale, mais il fut acquitté. Vincent retourna à la Pitié, où il créa en 1933 le premier centre neurochirurgical français, et il fut le premier titulaire de la chaire de clinique neurochirurgicale en 1938. Donc l'affaire du zouave Deschamps n'avait pas nui à sa carrière. Alors on ne parla plus de torpillage, mais dans certaines pathologies psychiatriques, on utilise encore parfois l'électrochoc ou électroconvulsivothérapie, qui est une pratique toujours controversée. Mais l'électricité n'a pas dit son dernier mot en ce qui concerne la santé. Et vous allez entendre, je crois, la conférence suivante qui va vous dire ce qu'on peut faire avec. Merci. Merci.